Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, je reçois une femme qui est sobre depuis 18 mois. Présentée comme ça, cela peut sembler étrange. Pourtant, sa réalité est l'abstinence. Il y a plus d'1 an et demi, Élodie Ruiz a décidé de rendre son addiction à l'alcool publique. Elle a reçu des centaines de messages et de témoignages qui ont germé dans son esprit et l'ont amenée à créer Canette en début d'année 2026. Après 15 ans d'entrepreneuriat dans la performance commerciale et business, où l'alcool est à la fois festif et récréatif, c'est arrivé comme une révélation. Sa mission est de sensibiliser et de prévenir ce fléau qu'est l'alcool en entreprise. Élodie va nous parler d'alcool au travail, de rituels mondains ou de pression sociale, d'identité, de faire d'une addiction un job d'intérêt général, de sensibilisation et de protection. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode ne sera pas tout à fait comme les autres. Je suis très heureuse d'accueillir Élodie au micro de Flamboyante. Et d'ailleurs, il ne sera pas tout à fait pas comme les autres parce qu'il va sortir le jour de mon anniversaire. Donc ça, c'est aussi super. Bienvenue Élodie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Oui, bonjour Sabine, merci pour l'invitation, merci pour cette présentation. Du jour, je vais bien, je vais très très bien. C'est très sport en ce moment, mais c'est ce que j'aime aussi dans mes journées, et dans mon métier. Donc merci de me poser la question. Et est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Oui, déjà, tu m'as bien présenté, donc merci pour cette présentation. Moi, je m'appelle Élodie, j'ai 39, je suis maman d'une préado de bientôt 13 ans qui est au collège. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'adore les voyages, j'adore la musique, j'adore cuisiner, j'adore manger aussi. J'adore partager ce que je cuisine avec ma famille et mes amis. Et puis, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Et bien sûr, on va entrer dans le détail du parcours et des aléas du parcours. Mais si tu devais dire en peut-être une phrase, vraiment une synthèse de ce qu'entreprendre t'a appris, qu'est-ce que ce serait ? Entreprendre, ça m'a appris à dépasser mes limites, mes peurs, mes freins, tout en respectant aussi mon énergie et qui je suis. Ça permet justement de se challenger, ça permet aussi de ne pas se censurer, parce qu'on a appris à se censurer. On nous a appris peut-être aussi à se censurer. Et je sais que moi, ces 15 ans d'entrepreneuriat, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours des paillettes et la liberté et tout ce qu'on peut en voir justement quand on n'est pas quand on est de l'autre côté. Mais j'aime bien cette notion de non-censure et de faire vraiment ce qui nous plaît, surtout quand on répond à une solution
et surtout quand notre mission est d'aider ou d'accompagner les autres. Alors, est-ce que tu peux décrire les grandes lignes de ton parcours professionnel et entrepreneurial? Parce que 15 ans d'entrepreneuriat, mais repars vraiment même avant. Ok. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début? Alors, moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Je suis issue d'une formation BEP Bac Pro Vente. J'ai commencé, moi, à prospecter avec les pages jaunes. Donc, ça en dit long sur mon âge et sur mon expérience commerciale. Et à l'époque, alors moi, je suis née à Lyon. Je suis aujourd'hui en Bretagne, mais je suis née à Lyon. Et à l'époque, j'étais commerciale pour une société qui permettait aux entreprises, aux grands comptes, de faire des économies d'énergie sur leurs factures et notamment tout ce qui était téléphone, etc., etc. Donc j'arrivais, avec ma Clio blanche 2 places, ma mallette et ma plaquette de présentation, et je disais voilà, aujourd'hui vous payez tant. Grâce à notre solution, vous allez pouvoir faire 30, 20, 40% d'économie. Donc c'était génial. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans, 3 ans. J'ai très vite évolué après dans des fonctions commerciales, mais plus en tant que manager commercial, toujours sur Lyon. Et j'ai adoré mon métier de commercial. J'ai adoré justement toute cette partie humaine, toute cette partie aussi d'investigation, parce que quand on est commercial, on est un peu inspecteur, enquêteur, et on va chercher le bon contact, on va chercher la bonne solution, et il faut rien lâcher. Donc ça a été vraiment mes tout débuts. Grosse crise économique en 2008, 2010, où je me suis fait justement licencier, donc licenciement économique. Et puis là, je me suis dit, pourquoi je tenterais pas l'aventure entrepreneuriale? Et j'ai été picousée à l'entrepreneuriat comme ça, où je faisais de l'externalisation commerciale et marketing pour les entreprises. Je leur fournissais des fichiers de prospection, fichiers Excel à l'époque de prospection. Je faisais des campagnes téléphoniques aussi. J'étais payée pour prendre des rendez-vous pour les entreprises, pour mes clients. Et j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale comme ça. Génial. Voilà le tout début. Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la performance et la réussite commerciale, enfin moi je me suis dit, parce que je connais aussi un peu ce milieu, et surtout moi le milieu de la communication depuis 25-30 ans, et dans la communication il y a eu énormément de débordements en termes de hein. Moi, je suis arrivée un petit peu après la période fastueuse des immenses fêtes toutes les semaines avec beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, des trucs de fous, hein, mais vraiment de fous furieux. Moi, j'ai à peine participé à ça dans mes toutes premières années de professionnelle. Mais comment, en fait, on glisse petit à petit vers une addiction à l'alcool? Comment toi, en fait, au sein de ton entreprise et quand tu as accompagner les clients sur de la réussite commerciale, sur un devis qui est signé, un gros contrat qu'on a gagné, comment en fait ça s'installe dans le quotidien? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Oui, tu fais bien. Et comment en fait on glisse? Et finalement, cet aspect très performance et commercial sont un peu les fondations d'une consommation qui peut dériver en fait. Complètement. Et puis c'est très sournois parce qu'on s'en rend pas compte. Ouais. On commence avec un verre tous les midis au restaurant, entre commerciaux avec les clients. Si c'est un verre, c'est bien. 2 verres, c'est plutôt la norme. Le soir, on finit la journée, on va fêter notre contrat, notre nouveau contrat, notre nouveau partenariat avec de l'alcool. On continue généralement avec les after-work du jeudi soir,
où là, l'alcool coule à flot. Et puis, finalement, c'est une norme pour tout le monde. C'est normal de boire, c'est normal de participer et c'est normal aussi de décompresser. Voilà. L'alcool, pour la plupart des personnes dont je faisais partie au tout début, c'est un verre par-ci, par-là parce que on va fêter une bonne nouvelle. Ou à l'inverse, on va rentrer chez soi parce qu'on a eu une journée, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais une journée de merde. Et à l'inverse, on va aussi compenser ça avec l'alcool. Donc en fait, si tu veux, ça s'installe progressivement. On s'en rend pas compte parce que tout le monde autour de nous fait exactement ça. Et ça glisse. Ça glisse sur une pente qui peut être dangereuse, qui est mortelle. Je me permets de donner un chiffre. L'alcool en France, c'est 49 000 personnes qui meurent chaque année. Donc, l'équivalent de la ville de Vannes, rayé de la carte chaque année. Et je pense même que ce chiffre est sous-évalué, sous-estimé, parce que je pense notamment aux femmes, mais ça, je pense qu'on en reviendra aussi tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que mère aussi. Ce chiffre-là ne prend pas forcément en compte les féminicides, les accidents domestiques, tous les dommages collatéraux qu'il y a aussi à côté, quoi. Donc, on arrive, si tu veux, à une habitude où l'alcool s'installe progressivement. Et moi, je sais que ça a commencé comme ça. Ça a commencé à cause de mon environnement de travail, à cause de mon environnement professionnel. Ça a commencé à cause aussi de mes sorties, que ça soit sur Lyon. Après, j'ai déménagé sur Annecy, mais là-dessus, c'est exactement pareil. Les after-work, les apérosés, les choses comme ça, où ça devient une habitude. Et tu rentres dans une habitude que tu penses contrôler, mais qui est, en tout cas pour ma part, pour les personnes qui ont peut-être aussi un terrain addictif ou une sensibilité autre, tu rentres dans quelque chose qui est malsain, qui est toxique, qui est pas bon. Et en plus de ça, tu penses que ça te fait du bien parce que tu penses que l'alcool est un antidépresseur. Mais c'est faux. L'alcool est un poison et l'alcool est un dépresseur. Donc, sur le coup, ça va. Tu fêtes ou tu bois ton verre pour décompresser. Sauf que les résultats après, les causes après, peuvent devenir, sont complètement hallucinantes, quoi. Là, on parle d'une addiction qui naît dans un univers professionnel. Évidemment, il y a des addictions qui peuvent naître par ailleurs. Bien sûr. Là, toi, la source, ça a été la sphère pro. Est-ce que tu dirais qu'il y a des domaines d'activité ou des missions qui sont plus sujettes à ce terreau en fait addictif? Moi, je reparle de ce que je connais dans le milieu de la communication. Il y a un côté comme ça très créatif, très récréatif. Donc, c'est vrai qu'on s'amuse. Tu vois, on est dans la com, on n'est pas forcément commercial, mais il y a ce côté très créativité, soirée, amusement qui tourne parfois pas bien. Toi, c'est vraiment lié à l'aspect commercial, à ce côté relationnel avec le client, à l'équipe commerciale qui fête une réussite. Est-ce que ça fédère et du coup, c'est ce côté vraiment fédérateur qui a pris le dessus? Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont pas du tout touchés parce que c'est pas l'occasion de boire un verre entre collègues ou dans l'équipe? Comment tu vois ça? Non, moi je pense que malheureusement tous les secteurs d'activité sont concernés dans le sens où l'alcool fait partie de la culture française, fait partie des habitudes de consommation
des Français. Là, moi, c'est vrai que je te parle du secteur commercial parce que c'est celui que je connais. Mais je me rends compte là, avec mes interventions, plus j'en parle, que tu as secteur commercial, donc tous les commerciaux. Attention, j'en fais pas une généralité, mais il y a quand même on va dire un terrain qui est bien ancré dans cette consommation, dans cette culture de l'alcool. Et puis tu as les secteurs de l'hôtellerie-restauration qui est énormément touché. Le secteur du transport qui est énormément touché et le secteur du BTP où là, j'ai plus les chiffres en tête. Le seul chiffre que j'ai qui est vérifié, c'est que dans ces secteurs-là que je suis en train de te citer, un accident du travail sur 5 implique l'alcool. Donc, il y a de quoi quand même se poser des questions sur la culture alcoolisée de l'entreprise, sur la culture managériale aussi. Et c'est pour ça justement qu'il faut en parler, qu'il est urgent d'en parler en entreprise, principalement, parce que 25% des salariés sont concernés par une consommation à risque. Et ces chiffres-là, je me dis, c'est quand même hallucinant d'être en 2026 et d'encourager aussi cette culture-là, d'encourager les pots de départ avec de l'alcool, d'encourager les séminaires avec de l'alcool, d'encourager les réunions avec de l'alcool et d'encourager les moments de fête. Tu l'as bien dit, hein, toi tout à l'heure, sur le secteur, par exemple, de la communication, où c'est associé à la fête et au plaisir et à la réussite et tout ça, quoi. Je crois qu'on a tous en tête le film le Loup de Wall Street, où au début, en fait, tout est super festif, encouragé, drogue, alcool et d'autres, où tout va bien, où c'est super parce qu'on gagne des millions et des millions, sauf que la descente, elle fait mal. Et Donc, justement, si on parle purement droit du travail, quel est le positionnement de l'entreprise par rapport à l'alcool et quelles sont, du coup, en réalité, les pratiques admises, voire encouragées, hein, parce que tu m'as dit qu'il y a certains chefs d'entreprise qui n'accueillent pas forcément très bien tes appels et te disent, oui, c'est normal, voilà, on fait une petite fête, c'est normal. Et quelle est justement la responsabilité d'un chef d'entreprise vis-à-vis de ses salariés parce qu'en fait, comment ils ont et ils doivent prendre part à cette transformation nécessaire et ils doivent prendre conscience en fait de l'impact sous leur toit, au sein de l'entreprise, bien sûr. de ces dérives. Alors, elles sont, il y en a plusieurs déjà, ça répond à l'obligation légale d'évaluation des risques professionnels et psychologiques. Il y a énormément d'entreprises qui n'identifient pas l'alcool comme un risque professionnel. Une entreprise doit, à partir du premier salarié, avoir un document, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, où là, il doit justement identifier tous les risques pour son employé. D'accord ? Ça rentre dans... je vais simplifier parce que sinon c'est un nom à rallonger, là on va perdre tout le monde, mais ça rentre comme dans un plan annuel de prévention. Aujourd'hui, je pense que 80% des entreprises ne connaissent ni l'obligation légale, justement d'avoir ce document unique d'évaluation des risques professionnels, et ne se rendent pas compte de l'impact de l'alcool pour ces risques-là. Je te prends l'exemple d'un chauffeur-livreur, 9h du matin, départemental, accident. Il va livrer un client, donc il est dans ses horaires de travail. Accident, la personne en face décède suite à l'accident. Il est contrôlé positif à l'alcool. Là, si l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
en termes de prévention, en termes d'identification des risques psychologiques, notamment avec l'alcool. Et quand je te dis pris toutes les mesures nécessaires, c'est aussi faire des interventions de sensibilisation, comme moi je le propose avec Canette, en mettant justement en avant mon témoignage et je le transforme en outil de prévention. Ok ? La personne en face, je reprends mon histoire du chauffeur-livreur, la personne en face décède, la famille peut porter plainte contre l'entreprise et là, c'est la responsabilité du gérant qui est mis en cause. Donc, ça peut aller vraiment très, très loin. Parce qu'on estime que même si le salarié a consommé de l'alcool avant d'arriver sur son lieu de travail et d'effectuer sa mission, c'est le chef d'entreprise, le gérant, qui est responsable de l'état de son salarié et des actions de son salarié. Complètement. La plupart des dirigeants n'en ont absolument pas conscience. Ils n'en ont pas conscience parce que, alors ils ont conscience des risques de sécurité. Quand tu es sur un chantier, tu vas mettre le casque et tu vas mettre tes chaussures de sécurité. Là-dessus, ok. Mais quand on va leur dire, oui, mais attention, l'alcool est aussi un risque, ils vont se dire, mais non, mais l'alcool, en fait, mon salarié, il fait ce qu'il veut. C'est de la sphère, ça touche à la sphère privée. Et puis, s'il a envie de se faire l'apéro tous les soirs, il se fait l'apéro tous les soirs. Sauf que, non, parce que ça implique aussi l'entreprise. Quand le salarié arrive dans un état de sobriété ou voilà avec un fort taux éthylique, c'est la responsabilité de l'employeur. Et ça, il y a encore beaucoup d'éducation à faire auprès des entreprises. Énormément. Mais ça va, je suis motivée avec Canette justement pour aller porter cette parole et en disant identifiez-le parce que ça existe. La consommation donc qui peut être, on va dire, boostée par l'entreprise, au sein de l'entreprise durant les horaires de travail. Et puis il y a cette consommation qui est réalisée sur un temps privé, mais qui perdure quand on est en mission professionnelle et là sous la responsabilité de l'entreprise. Donc finalement, l'entreprise, elle est responsable de ces deux cas de figure, mais la plupart du temps, elle n'a pas conscience de sa responsabilité sur tous ces états. En fait. Complètement. Ok. Et donc tu m'as dit, et ça m'a beaucoup touchée quand on a préparé l'interview, que l'alcool ne définissait ni ta valeur ni ton identité, et que en fait l'alcool pouvait devenir une forme d'identité. Est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que tu peux dire pour mieux nous expliquer? Quand tu vas sur mon profil LinkedIn, dans mon à propos, j'ai commencé par me présenter en disant bonjour, je m'appelle Élodie et je suis alcoolique. Nous recommençons. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 39 ans, je suis une femme, je suis une mère, je suis une sœur, je suis une amie, je suis entrepreneur. J'aime la musique, j'aime les voyages, j'aime la raclette. Et en fait, je dis, vous voyez la différence entre les deux, entre ma première présentation, bonjour, je m'appelle Élodie, je suis alcoolique, et la deuxième présentation qui me présente dans mon entièreté, en fait. Où là, la différence, c'est que dans la première version, je suis définie par l'alcool, et dans la seconde, l'alcool, finalement, a été un détail de ma vie, un gros détail, je te l'accorde, mais un détail quand même, et ça ne définit pas qui je suis aujourd'hui, ça remet pas en cause en fait ma valeur. Et c'est vrai que ce mot alcoolique, moi je l'aime pas du tout. Je le trouve moche. Et puis tous les mots qui vont avec l'alcoolisme en général. Quand tu dis c'est un combat de pas boire, tu vas rechuter. Tu vois, tout ça, tous ces mots, ce sont des mots de guerre qui sont négatifs, qui sont pas beaux à entendre et qui favorisent pas forcément aussi l'identification.
Moi, pendant ces 10 années, une personne alcoolique, dans ma tête, dans mon esprit, c'était Roger, 52 ans, au fin fond de la Moselle, avec son Marcel et qui commence sa journée avec son petit litre de vin, quoi. Et c'est là où je me dis qu'il y a encore énormément de choses à faire au niveau de la sémantique qu'on utilise pour que justement les femmes ou les hommes aussi de notre génération puissent s'identifier à ce problème-là qui est l'addiction et qui peut toucher tout le monde parce que cette addiction-là n'a pas de visage, n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, n'a pas de frontières et ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Et c'est aussi pour ça, je reviens aussi à mon profil LinkedIn, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de mettre une photo de moi petite pour se dire, vous voyez, ok, j'ai traversé ces 10 ans d'addiction, mais derrière ça, il y a, je suis encore cette petite fille, je suis une personne et je ne suis pas définie par ces 10 années-là. Et ça me tient à cœur justement de faire en sorte qu'on puisse changer la manière dont on en parle, dont on le reçoit, pour qu'on puisse mieux s'identifier et qu'on puisse se dire « Ah ouais, moi je me sens concernée par ça, en effet, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir aller demander de l'aide sans honte, sans qu'on me juge, sans qu'on me vire, si on en revient toujours à l'entreprise, d'aller voir son patron, sa DRH, en disant là j'ai un souci, qu'est-ce que je fais? Et sans avoir peur justement de ce dossier moral ou de ce dossier qui peut se transformer en licenciement, parce que la plupart des gens en fait se disent mais c'est tellement une honte de boire que mais bien sûr que non, je vais en parler à personne. Donc je vais continuer à être fonctionnelle de l'extérieur et je vais continuer justement à me briser de l'intérieur sans demander de l'aide, sans demander à ce qu'on ne serait-ce qu'à ce qu'on m'écoute ou qu'on prenne en compte le problème que j'ai là aujourd'hui à cet instant T, quoi. Et justement, tu parles de sémantique. Alors, toi, quels seraient les mots en fait qui pourraient mieux parler de cette addiction ou de la descente dans l'addiction? Parce que j'aimerais aussi que tu nous expliques à quel moment tu as pris conscience de cette addiction et quels ont été les effets sur ta vie professionnelle et personnelle, parce que bon, tu l'as dit au début, tu t'es pas rendu compte, hein, il y avait ce côté de collaboration, de partage avec les collègues, avec les clients, et puis petit à petit, je pense que tu prends conscience que ça a un impact sur ta clarté, sur ta vision, sur ton discernement, sur ta vitalité, et tu t'aperçois que tu fonctionnes plus normalement. Et donc, alors voilà, il y a deux questions. Quels mots, en fait, tu aimerais qu'on insuffle et qu'on utilise désormais pour parler de ce sujet qui est super important? Et puis aussi, toi, comment tu as vécu tout ça? Alors, au niveau des mots, je sais que là, ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde et encore moins au corps médical. Mais dire que l'alcoolisme est une maladie, je trouve ça effrayant et hallucinant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ça permet pas à la personne qui a cette addiction-là, qui a ce problème-là, et qui va chercher justement des questions et un refuge auprès de l'alcool ou un autre produit. On en revient toujours à l'identification, pardon, mais surtout, ça enlève le pouvoir d'agir, dans le sens où, ok, je suis malade,
alors soit on se reconnaît pas dans ce mot malade alcoolique parce que justement ça fait peur de rentrer dans un processus de soins long parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. On n'en parle pas suffisamment aussi de l'accompagnement des soins qui doit être mis en place justement pour accompagner cette personne en situation d'addiction. Ou soit ça leur dit, ok, bah vu que je suis malade, et c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, donc je vais pas agir vu que je suis malade. Et puis ça ramène aussi sur toute cette partie de dire bon après c'est peut-être aussi cet environnement politique en termes de communication et là c'est encore un débat qui est très très long. Mais aujourd'hui, quand tu vois qu'on fait encore la promotion de l'alcool en 2026, malgré toutes les lois qui sont sorties, typiquement ce matin, en me préparant, moi j'écoute Spotify, une pub pour une bière. Voilà. Donc ma fille peut écouter aussi, peut prendre conscience de ça. C'est pour ça que le mot malade alcoolique, je le trouve hypocrite, je le trouve pas adapté du tout. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, montrez-moi une pub qui dit le diabète c'est la fête, mais consommez du sucre avec modération. Tu vois? Donc cette hypocrisie-là avec le mot malade alcoolique, moi me perturbe beaucoup et me dérange vraiment beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais de mon addiction une protection. Je ne dis pas j'ai rechuté et je dis bah ouais j'ai eu un écart, mais c'est pas grave parce que j'en ai pris conscience et puis dans tous les cas je vais avancer parce que je sais que c'est un terrain qui est miné et il faut surtout pas que j'y mette les pieds. Voilà. Donc faire plus attention justement à ces mots-là pour les rendre, j'allais dire plus positifs. C'est pas, je m'exprime très très mal, mais en tout cas les rendre plus abordables. Encore une fois, pour que chacun puisse s'identifier en disant bah ouais, peut-être que là ma consommation d'alcool ces derniers temps, elle devient quotidienne. Ou ces derniers temps, je sais que je suis toujours alcoolisée quand je suis en soirée. Je sais pas si je réponds à ta question parce que c'est vrai que c'est très très large. Comme là, il faudrait, je sais pas, plusieurs heures pour pouvoir répondre à tous ces pans-là. Mais que ça soit au niveau de même des médecins, que ça soit au niveau de la société. Ouais, peut-être prendre un petit peu plus en compte le côté addiction. Ou dans ce cas, si on dit que c'est une maladie, parlons de maladie mentale ou de santé mentale. Ouais. Voilà. Oui, on pourrait l'associer à la santé mentale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus librement. Et finalement, la dépression, l'addiction, enfin, il y a des choses, enfin, c'est quand même, tout ça, c'est assez proche. Et finalement, le terrain, c'est un terrain de mésestime de soi, de trauma, de croyances, Enfin, le terrain, il est quand même à peu près le même, quel que soit après on va dire la consommation. Mais il y a un terrain quand même qui est là et dont on parle finalement pas tant que ça. C'est vrai que l'alcoolisme, on le met à part. Si il faisait pas partie, je pense qu'il y a un mal-être intérieur pour tomber dans une consommation excessive et répétée. Il y a un mal-être intérieur qui bien sûr. Bien sûr, et puis tu te rends pas compte justement de ça, tu t'en rends pas compte et ce mal-être-là, tu te dis non mais de toute façon ça fait des années que je fais ça et puis finalement regarde je vais bien, je suis pas malade, je gère, bah oui mais dans ce cas moi j'ai bien sûr que j'ai géré, hein. J'ai géré pendant 10 ans à l'extérieur, hein. Je tenais ma boîte, je tenais ma maison,
Mais par contre, à l'inverse, bah, je pitchais bourré. Je signais des deals à plus de 50 000 bourrés. Parce que ça devient complètement une habitude. Mais c'était visible d'un point de vue extérieur, c'était visible ou seul toi le savais parce que tu te connais, évidemment, tu savais que tu avais consommé? Les gens qui me connaissaient pas, ils ne pouvaient pas s'imaginer ma consommation d'alcool. Parce que c'était tellement une habitude, c'était tellement ancré dans mon quotidien que si tu veux, mon corps, mon cerveau s'habituait à des quantités astronomiques d'alcool. Moi, j'ai commencé avec un verre le midi au restaurant quand j'ai commencé ma carrière. Il y a 2 ans de ça, dans les jours les plus, on va dire, où j'étais le moins en forme, c'était 2 à 3 bouteilles de vin par jour, par soir. Et les jours où j'étais un petit peu plus en forme, bah, je pouvais boire des quantités équivalentes à un cubi de vin. Donc, ça fait 5 litres d'alcool par jour. Et pour une seule personne, c'est énormissime. Il y a et encore une fois, il y a le visible et l'invisible. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, effectivement, quand on n'a pas. Alors, déjà, il y a des choses qui ne se voient pas. Non. Mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, donc c'est vrai que dans l'univers pro, on a pris l'habitude, enfin c'est monnaie courante, hein. Là on commence à ouvrir ces sujets, le sujet du burn-out a bien contribué, je trouve, au fait de décomplexer, de démystifier aussi les sujets perso restent à la maison, hein. Donc l'être reste à la maison, au travail on n'est que dans le faire. Et du coup, tout ce qui peut se passer dans la tête de l'individu, dans son cœur, dans son corps, parce qu'au travail, on fait, on produit. Et ça, je trouve que depuis la pandémie, ça a quand même basculé, c'est-à-dire qu'on a intégré de l'être pour faire et que dans l'entreprise, on a pris conscience que sans l'être, on ne pouvait rien faire, hein, que l'être ne pouvait pas faire des choses et être productif si ça allait pas bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Donc ça, c'est une ouverture, mais je pense qu'on a démarré vraiment par la santé mentale et qu'après, on va aller dégommer bien d'autres sujets, dont l'alcool et d'autres consommations abusives qui détruisent et qui sont souvent invisibilisées. Oui, et puis comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'en effet, on a un terrain. Moi, mon père, je l'ai toujours connu alcoolisé. Et à l'époque, c'était une génération, nos parents ou même nos grands-parents, où il fallait surtout pas nommer le problème. Il fallait, on l'enterrait, on le creusait, et il fallait surtout pas que personne ne le sache, quoi. D'ailleurs, il n'y avait pas de problème, puisque c'était normal. Et puis d'ailleurs, il n'y avait pas de problème. La voiture, conduire avec... moi, tu vois, j'ai une cicatrice sur le front. C'est un accident de voiture que j'ai eu à 9 ans avec ma famille. Cet accident, en fait, il a été causé par quelqu'un qui sortait d'une chasse à courre, qui avait 3 grammes dans le sang. Et voilà. Et moi, j'avais des petites filles et j'ai eu ce front complètement déchiré à cause de l'alcool. C'est un sujet, moi, qui me touche aussi beaucoup. Et donc, on n'en parlait pas. Et quelque part, pas un problème. Donc, il y a quand même eu un gros travail, je trouve, au niveau prévention routière par rapport à l'alcoolisme. Les 30 dernières années, ça, il faut quand même le noter. Mais au-delà de je conduis en état d'ivresse, je travaille en état d'ivresse, j'élève mes enfants en état d'ivresse, je vis en état d'ivresse, ça, quelque part, à part je conduis en état d'ivresse, on n'a pas tellement traité les autres états en état d'ivresse. En état d'ivresse, ouais, complètement. Ouais. Et c'est là-dessus où, justement, moi, j'ai choisi aussi avec Canette de prendre les codes marketing et de communication des alcooliers, parce que finalement, tu te dis, ça se vend.
vu que ça se vend parce que c'est fun, parce que c'est coloré, parce que c'est jovial, et la prévention, elle, doit parler le même langage et doit parler aussi fort, voire même plus fort, avec des codes marketing qui impactent. Parce que en effet, la prévention routière, c'est un sujet, et comme tu le dis, il faut le souligner parce que ça a détruit des millions et des millions et des millions de vies. Ça continue encore. Donc, il faut continuer justement cette prévention de masse au niveau de l'alcool. Mais la prévention doit être beaucoup plus globale. Oui. Et c'est là où j'ai l'impression, encore une fois, que c'est très sélectif. On va mettre de la prévention là où il y a des intérêts. Non, moi je suis pas d'accord parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que j'aurais pu faire partie de ces 49 000 personnes, mais je t'explique même pas à combien de fois je me suis retrouvée dans des situations où j'étais alcoolisée, des situations critiques, dangereuses pour moi, pour mon entourage. Et c'est cette chance-là, c'est comme un appel en fait qui a été fait en disant transforme ça, mais maintenant tu vas en parler et tu vas ouvrir des portes pour en parler. Et si la porte elle est fermée, tu vas ouvrir la fenêtre pour en parler. Et justement, donc, révélation de fin d'année 2025 où tu t'es dit, OK, voilà, la question c'est est-ce que sorti de ce problème d'addiction, je fais carrément autre chose et j'oublie un peu ce tunnel, ou est-ce que je transforme cette expérience en mission et je prends mon bâton de pèlerin et je vais justement ouvrir les portes et les fenêtres. Est-ce que tu peux nous parler de Canette? Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton podcast et puis de l'approche de réinsertion qui viennent compléter le projet et nous dire vraiment ce que tu fais, comment ça se passe, quelle est ta mission et ton engagement? J'ai eu un vrai déclic en fait un soir, c'était le 24 octobre 2024, où complètement alcoolisée, j'étais chez ma voisine, parce que bien sûr, les personnes alcoolisées attirent d'autres personnes alcoolisées, parce qu'au moins on se donne bonne conscience, on n'est pas toute seule dans cette galère-là, et puis ça permet de refaire le monde et bref. Et ce soir-là, j'avais ma fille qui était chez moi, donc ma voisine en fait, et je sors de chez moi et je traverse une mini ruelle et elle était juste en face. Et là, ma fille vient me chercher chez ma voisine et je sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais pas te dire ce qui s'est passé dans le sens où j'ai vu dans les yeux de ma fille quelque chose que je ne souhaitais plus jamais voir. Pour elle, pour moi, pour tout. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête. J'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider et que je me fasse accompagner. Pour la première fois, j'ai dit ouvertement à ma famille, qui, elle, est sur Lyon. Donc moi, je suis arrivée en Bretagne il y a 4 ans, que ça n'allait pas, que j'avais un problème avec l'alcool. J'ai mis ma fille en sécurité chez son père. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on m'emmène à l'hôpital. J'ai demandé à ce qu'on me propose des solutions de soins. J'ai pris un billet d'avion et j'ai eu ce besoin de revenir chez ma mère et mon beau-père avec mes sœurs pendant 15 jours, 3 semaines. Parce que je pouvais plus porter les choses du tout. Suite à ça, je fais une toute petite aparté parce que je la trouve importante. Moi, je me suis fait accompagner. Donc là, je vais parler du sevrage alcoolique qui est très dangereux, voire mortel dans 15 à 20% des cas s'il n'est pas accompagné par un médecin et avec des médicaments. En tout cas, pour un laps de temps
que moi, j'ai pris très court parce que je ne voulais pas non plus rentrer dans un accompagnement médicament sur du long terme. Mais faites-vous accompagner. Si vous décidez d'en parler, de vous libérer de ça, faites-vous accompagner par un médecin, au moins le premier mois ou les 15 premiers jours. Voilà. Parenthèse fermée, mais je trouve que c'est important de le dire. Merci. Et suite à ça, pendant plus d'1 an, je n'ai rien fait du tout. Et quand je te dis je n'ai rien fait, c'est que je passais la plupart de mes journées en fait à soit aller marcher, soit sur mon canapé, à réfléchir un peu, à prendre soin de moi aussi, à éteindre le bruit que j'avais dans ma tête pendant toutes ces années, parce que quand on a cette addiction-là, on se met plein de choses dans la tête qui est pas forcément la bonne chose. Et je me suis dit, bon, là, Hello, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Parce que moi, quand j'ai arrêté de boire, tout était très nouveau pour moi. Ça a été des premières fois pour tout. La première fois où je suis sortie au restaurant sans boire ou sans m'alcooliser avant le restaurant, parce que c'est ce que je faisais quand je sortais avant. Je m'alcoolisais chez moi pour être sûre de ne pas manquer au restaurant ou lors de la soirée. Donc voilà. Les premières fois où tu fais face à tes émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, sans produit, sans alcool. 8 mois après mon arrêt de l'alcool, j'ai perdu ma tante très violemment. Et pareil là, ces émotions, ce deuil, quand il t'arrive des choses comme ça, c'était une première fois pour moi sans alcool. Je me suis remis en question aussi sur mes compétences pro. Qu'est-ce que je sais faire vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, comment je vais pouvoir articuler en fait et reconstruire ou même voir construire pour la première fois une vie sans alcool, et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer en fait, et puis qui je suis vraiment moi, Élodie Ruiz, sans alcool. Parce que tu vois, tout à l'heure on parlait d'identité, mais quand t'as plus en fait ce produit qui t'anesthésie. Moi, la bouteille de vin, c'était ma meilleure amie pendant 10 ans. Donc, tu sais plus. Et c'est vrai que pendant 1 an, j'ai eu une grosse période de reconstruction, de construction à refaire complètement, même les fondations de cette nouvelle vie sans alcool. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être très très bien accompagnée par ma famille, par mes sœurs, par mes amis. Et un jour, j'ai dit, écoute, je crois qu'il faut que j'en parle, peut-être que ça va me faire du bien. Et j'ai commencé à écrire un post sur LinkedIn et sur Insta en disant, voilà, je fête mes 1 an sans alcool, et puis j'explique un petit peu mon histoire. Et là, je m'attendais pas, comme tu le disais tout à l'heure lors de la présentation, je m'attendais pas à ces retours-là, moi aussi, merci d'en parler, etc., etc. Et là, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire, quoi. Peut-être qu'en effet, il faut en parler, il faut libérer cette parole, et puis il faut dire, regardez-moi, j'ai traversé, c'est même plus une descente aux enfers, ça a été complètement chaotique, mais regardez aujourd'hui, c'est possible, on peut y arriver, on peut s'en sortir, et c'était important pour moi aussi de donner cet espace de parole aux autres qui se sentaient concernés, quoi. Et ça s'est fait de manière très très naturelle. Finalement, tout ce que j'ai mis en place là en très peu de temps, parce que en 6 mois, je me suis dit, ok, comment tu vas transformer ça? Tu connais le monde du travail, tu connais le monde de l'entrepreneuriat, tu connais l'alcool, tu le connais même très très bien, l'alcool. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça?
Et avec ça, j'ai fait un dispositif de prévention à consommer sans modération qui s'appelle Canette, où là, j'interviens dans les entreprises. Je me suis dit, OK, mais arrêter de boire, c'est bien, mais comprendre pourquoi tu as commencé à boire, c'est mieux aussi. Ça t'évite justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et très, très vite, en fait, je me suis dit, il va falloir que j'en parle un petit peu plus. Donc là, il y a une idée de podcast qui se met en place, qui va s'appeler Balek. Parce que depuis que j'ai arrêté de boire, je m'en fous, en fait. J'ai plus peur et je m'en fous de tout, du regard des gens et de plein de choses. Et j'en ai marre aussi qu'on glorifie l'entrepreneuriat en disant c'est tout beau, c'est tout rose. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des parties qui sont bonnes, qui sont belles, et c'est pour ça qu'on continue à faire ce qu'on fait. Mais il y a d'autres parties sur le quotidien des entrepreneurs qu'on met pas forcément en avant. Et je me dis, si on le mettait peut-être un petit peu plus en avant, ça permet peut-être aussi à comprendre et à se sentir moins seul et à permettre de s'identifier aussi en disant là j'ai peut-être un peu abusé ou j'abuse un peu sur des produits ou sur des choses comme ça, quoi. Et la réinsertion par l'entrepreneuriat, ça c'est un projet que je mûris parce que pendant plus de 10 ans, moi j'ai fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Je suis une ancienne de la CCI à Annecy. Coucou les copines si vous m'entendez. Et puis parce que j'adore ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, moi mon métier c'est vraiment la stratégie marketing et commerciale pour les lancements de projets, pour les porteurs de projets. Mais ma mission reste de libérer la parole sur des sujets que tout le monde fait. Voilà. Alors, Canette, tu l'écris K-A-A-N-E-T. Est-ce que tu peux nous décrire quelle est ton expertise, quelles sont tes interventions, à qui tu les dédies, comment ça se passe en fait pour collaborer avec toi, okay. Et aussi tes intentions. Alors, Canette, comme tu dis, donc K-A-A-N-E-T, donc je fais référence à la canette, la canette de bière, etc. Mes interventions. Pour l'instant, j'ai une offre qui est très simple. C'est 2 heures d'intervention et j'utilise mon témoignage, mon expérience pour justement transformer ça en outil de prévention pour l'entreprise. Et les retours que j'ai, c'est des entreprises et des entrepreneurs. C'est que justement par rapport aux salariés, ça parle beaucoup plus que des slides de prévention, etc. Donc, les personnes arrivent vraiment à se reconnaître dans des situations, des exemples que je peux donner. Et ça permet de désamorcer les choses et d'ouvrir la parole, en fait, sur un sujet qui est complètement tabou encore en entreprise, quoi. Ouais. Et tu interviens aussi dans des collèges ou des lycées, non ? Tu interviens auprès des jeunes ? Alors non, j'interviens pas auprès des jeunes parce que c'est très encadré. Et là, pour l'instant, c'est les gendarmes qui font ils ont cette mission de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes. Mais je pense que tu dois faire référence peut-être au poste que tu as vu aujourd'hui. Oui. Voilà. Non, moi, je me suis engagée auprès des jeunes, mais en tant que mentor. Donc là, c'est ma casquette d'accompagnatrice je sais même pas, non, ça se dit pas, accompagnatrice, mais voilà, ou de création d'entreprise. Et je parle justement du métier d'entrepreneur dans des collèges avec l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne. Voilà, où on fait des interventions comme ça sur une journée. Et on arrive le matin sur un sujet bien précis. Donc là, mardi dernier, je suis intervenue sur le sujet de la mixité et de l'égalité homme-femme. Et les collégiens ont une journée pour imaginer l'entreprise idéale
sur le sujet dédié, quoi. Donc c'est super enrichissant. Moi, j'adore aussi cette partie-là, hein. L'accompagnement, la création d'entreprise, c'est mon métier. Mm. Et c'est pour ça que j'essaye aussi d'imaginer à comment reprendre ce métier, mais plus pour accompagner les personnes dans une notion de performance, mais plus de réinsertion. Voilà. Oui, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu nous parlais des codes marketing et aussi d'images de marque, de toutes ces marques qui vendent l'alcool. Toi, est-ce que tu peux nous parler? Alors bon, il y a le nom, hein, bien sûr, qui est assez évocateur, mais au niveau des codes visuels et de tes codes de sémantique, quels sont tes choix en fait de communication? Alors moi, je suis partie sur une communication assez percutante où j'ai choisi du orange et du vert bouteille avec des visuels assez chocs, assez provoques. Mais la provoque, je l'utilise toujours au service du message. Et en plus, ce que je peux là rajouter, c'est que dans mes interventions, très prochainement, en plus de mon intervention de 2 heures qui est basée sur mon témoignage, je vais laisser des vraies canettes de prévention individuelle avec des ressources à l'intérieur, des numéros utiles, des ressources clés pour chaque salarié de l'entreprise. Et je trouve qu'il y a un impact aussi, ça permet de prolonger le témoignage, de prolonger l'intervention. Et le fait d'avoir une canette, un objet symbolique sur cette notion de sensibilisation et de prévention, la personne va repartir, elle va le poser sur son bureau, elle va le ramener chez elle ou chez lui. Et puis, il y a un questionnement qui va aussi se faire dans peut-être les jours ou les semaines qui suivent l'intervention. Donc, et ça s'inscrit vraiment dans de la prévention individuelle dédiée à l'entreprise. Et les clients là, quand je leur ai parlé en disant les prochaines interventions, ça se fera vraiment avec, en plus de mon intervention et de mon témoignage, il y aura cette canette de prévention individuelle. Là, ça prend vraiment tout son sens. Ouais. Et t'es bien reçu globalement par les chefs d'entreprise qui sont les décisionnaires ou t'as affaire au RH? À qui tu parles toi quand tu vends ta prestation? Alors, ma porte d'entrée, ça reste les RH. Ok. Voilà. Ça reste les RH pour une entreprise, on va dire, de plus de 50 salariés. L'entreprise de moins de 50 salariés, là, le dirigeant est vraiment impliqué dans l'intervention et auprès de cette action de sensibilisation et de prévention pour les salariés. Et du coup, les RH, elles vont intégrer ta proposition dans leur modèle QVCT. C'est ça. RSE, ouais. RSE et qualité de vie au travail. Pour l'instant, l'intervention de canette n'est pas éligible en formation. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé par mes prospects et mes interlocuteurs. À voir. Peut-être que la suite sera une formation aussi manager, peut-être responsable ressources humaines. Il y a tellement de choses à faire de toute façon au niveau de la sensibilisation, de la prévention que là. Et là, toi, donc, tu offres cette proposition quelque part, tu l'as créée, mais ça signifie qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas de proposition existante dans le domaine qui vient de l'État, d'une administration, d'association, à ta connaissance. Toi qui as fait un benchmark, j'imagine, avant de démarrer, il y a rien qui existe dans ce sens. Il y a énormément de choses qui existent au niveau de la prévention et de la sensibilisation pour les entreprises, mais ça va être très orienté sécurité au travail. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a aucun consultant, intervenant, entreprise spécialisée dans la prévention qui cible uniquement ces interventions avec un double ancrage comme moi je le propose, expérience vécue, réelle,
d'une ancienne addicte et expérience aussi du monde entrepreneurial et connaissance de l'entreprise. Ouais. Là, aujourd'hui, personne ne fait ça vraiment spécifiquement sur le sujet de l'alcool. Après, tu vas trouver des formations, des interventions sur les conduites addictives, mais en général. Okay. Donc, et puis, je pense que c'est intéressant, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de marché, de rester sur une seule offre, qui est mon témoignage, et sur une seule problématique, qui est l'alcool. Oui, c'est plus efficace. C'est plus efficace en termes de message, en termes d'impact, parce que là, c'est un sujet précis, bien conscrit, et qui, en plus, on s'identifie toujours à quelqu'un qui va partager son expérience et sa vie. Ça touche, en fait, c'est très touchant. Complètement, et on en revient justement à cette notion d'identité. Oui. Tu vois, quand tu parles d'un sujet santé mentale, conduite addictive, ok, tu sais à peu près de quoi on parle, mais t'as pas forcément d'exemple concret. Que là, moi, j'arrive avec des expériences, mon témoignage et des situations réelles, vécues, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant que voilà. Là, généralement, l'impact n'est pas le même, quoi. On arrive quasiment à la fin de notre entretien. Je sais qu'en intro, tu avais dit que tu aurais voulu parler de l'aspect féminin. Alors, est-ce que c'était lié spécifiquement à l'alcool ou aux conséquences de la consommation d'alcool et puis les femmes qui sont en première ligne, finalement, suite à cette consommation? C'est plutôt ça, mais c'est pas forcément lié à l'univers entrepreneurial, c'est d'une manière générale. Générale, ouais, complètement. J'ai fait un article justement dessus que j'ai appelé l'alcool et les femmes double peine. Parce que comme je te l'ai dit en tout début d'entretien lors de notre conversation, l'alcool n'a pas de visage, mais je trouve qu'il est encore plus dangereux pour les femmes, et je trouve que il faut en parler davantage parce que ça concerne énormément de gens, ça concerne énormément de femmes et ça concerne aussi énormément d'enfants. D'accord. Donc je trouve que c'est urgent. Enfin, il est urgent d'en parler. Et c'est un sujet, oui, qui me tient à cœur parce que je suis maman aussi d'une fille de presque 13 ans, parce que je suis grande sœur, mes deux petites sœurs ont 30 et 23 ans, parce que j'ai des amis aussi qui sont concernés de près ou de loin, et c'est là en fait que tu te rends compte que on ne donne pas suffisamment la parole aux femmes, notamment sur toute cette partie d'addiction et surtout sur toute cette partie aussi de charge mentale que on peut avoir en tant que femme, et c'est encore trop tabou. Parce que tu connais les chiffres en termes de consommation, on va dire dangereuse, néfaste de l'alcool. On est à 50-50 hommes-femmes ou comment c'est? On est à du 55 hommes, 45 femmes. Ok. Mais tu penses qu'en fait, on minimise la consommation d'alcool chez les femmes dans notre société? Ouais, complètement. On imagine qu'elles ne sont pas touchées par ce fléau. Oui. Et c'est ce que je décris justement dans mon article. Je dis que je faisais finalement pas partie des statistiques officielles, mais pourtant pendant 10 ans, j'ai tenu et personne n'a rien remarqué. Et aujourd'hui, on parle de plus de 1 million de femmes qui sont concernées par une consommation à risque, et je te parle que de l'alcool, je te parle pas de toutes les polydépendances qu'il peut y avoir aussi à côté. Ouais. Donc oui, et puis ça remet aussi en fait ce sujet de la femme, c'est même pas que la question de l'alcool en fait finalement,
Ce sujet remet en cause plein d'autres sujets. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve que ça soit dans le monde professionnel, entrepreneurial, sociétal, familial, amical, il faut en parler. Ouais. Oui, pour ne serait-ce que libérer la voix aussi des femmes qui peut-être consomment de par un mal-être ou voilà, une attitude qui s'est installée, et puis pour alerter aussi l'entourage qui peut prendre en charge et soutenir avant que ça dégringole trop bas. Complètement. Est-ce que tu dirais que c'est la résilience qui t'a mené jusqu'ici? J'aime pas trop ce mot. Ouais. Je suis un peu pointue. Non, je n'aime pas ce mot résilience parce que comme pareil tout à l'heure, j'ai utilisé charge mentale, résilience. Ouais. C'est devenu ce sont devenus des mots à la mode, oui, qui finalement perdent toute signification. En fait, résilience, ça veut dire quoi, tu vois? Est-ce que non, je pense vraiment que je dois en parler. Je pense vraiment que si j'ai traversé tout ça, ce n'est pas pour rien, et que c'est une mission en fait. Après, je pourrais pas répondre à cette question parce que je m'identifie pas forcément dans le mot résilience. Ouais. Bon, c'est une mission d'intérêt général. Une mission d'intérêt général, ça c'est sûr, de santé publique, ça c'est sûr. Et en 2026, mesdames, si vous nous écoutez, si vous ressentez justement ce besoin d'en parler, il y a des professionnels qui sont là, il y a des centres qui sont à votre disposition, vous avez des numéros, vous avez des sites internet, vous avez des forums. Mes DM restent ouverts aussi. Parlez-en, arrêtez d'avoir honte et tout est possible et on peut s'en sortir. Je te disais tout à l'heure en off, après les nuages, il y a toujours le soleil et ça c'est vrai. Voilà. Merci. Et gardons foi. Et gardons foi et arrêtons de se mettre aussi. On parle beaucoup d'injonctions. Des fois, c'est nous qui nous les mettons par éducation, par habitude, par plein de choses. Allez, stop. Lâchons-nous la grappe, sans mauvais jeu de mots. Lâchons-nous la grappe et faisons ce qu'on aime faire parce que la vie a beaucoup plus d'imagination et d'humour que nous, donc allons-y quoi. Alors, je t'ai pas posé la question en amont, tu n'as pas eu le temps d'y réfléchir. Si tu n'as pas de réponse tout de suite, tu me diras plus tard. Est-ce que tu peux dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast, à qui tu peux penser comme femme flamboyante, entrepreneuse? Ah, très très bonne question. J'allais dire ma mère, mais non, elle n'est pas entrepreneur du tout. Mais j'aurais bien aimé l'écouter. J'ai récemment fait la rencontre de Sophie Tellier, qui est une entrepreneure de Auray et qui a lancé il y a quelques années déjà Bike and Learn. Des solutions de formation sur des vélos bureaux et elle lutte contre la sédentarité au travail et je trouve que c'est super intéressant et j'aime beaucoup son énergie. J'aime beaucoup son énergie et puis la première personne qui me vient en tête c'est vraiment elle. Bah génial. Voilà. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver principalement sur LinkedIn, où je suis assez active avec Canette. Vous avez le site internet canette.fr qui est aussi à votre disposition. Voilà. Génial. Donc, on va suivre tes actualités, parce que là, tu es vraiment en plein lancement, où tu as déjà lancé, mais tu poursuis sur ta lancée. Mais petite information, ça a été la petite surprise de la semaine dernière. J'ai été sélectionnée pour intervenir au congrès de la Fédération des addictions. Wow. Pour être intervenante. Je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai envoyé ma communication, en fait, je l'ai envoyée en disant mais il y a tellement de personnes qui, je sais pas, peut-être syndrome encore de l'imposteur, mais bon là,
après 10 ans d'addiction, le syndrome de l'imposteur ne devrait plus être là. Et le sujet qui a été sélectionné, c'est Stop aux étiquettes, pourquoi je refuse d'être une alcoolique. Génial. Voilà. Donc, ça sera le 4 et le 5 juin au Congrès Fédération des addictions. Donc, si vous êtes intéressés, surtout n'hésitez pas d'aller voir aussi leur site et je publierai, je pense, mon intervention. Ah bah, bravo, génial. Merci beaucoup en tout cas pour ton engagement. Et puis je te remercie sincèrement pour le moment que tu as consacré à Flamboyante. J'en suis ravie. Plaisir partagé et bravo aussi de mettre en lumière toutes ces belles femmes qui entreprennent et qui se démènent tous les jours justement pour rendre ce monde meilleur. Ouais, plus beau, plus doux. Et puis avec plus de soins. Ouais. Oui. On en a bien besoin. Oui, auprès des autres et auprès de soi aussi, ne pas oublier. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Élodie et à très bientôt. Merci Sabine. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!